Bonus. Trax. 19 states have seceded. The United States Army ramps up activity. The White House issued warnings to the Western forces as well as the Florida Alliance. The three-term president assures the uprising will be dealt with swiftly. Let me know if you want to try anything on. Are you guys aware there's like a pretty huge civil war going on all across America? We just try to stay out. With what we see on the news, seems like it's for the best. Salut, c'est Quentin et vous écoutez Le Coin Pop pour un podcast sur le récent film Civil War du réalisateur britannique Alex Garland, sorti il y a déjà quelques semaines mais qui est dispo en VOD que depuis quelques jours. On arrive peut-être un peu après la bataille, mais je me dis que comme ça on a peut-être un peu de recul et ça nous a peut-être permis de revoir le film plus récemment. C'est un podcast qui viendra compléter le gros podcast qu'on a déjà enregistré il y a maintenant 2 ans, en juin 2022, avec Sullivan, lors de la sortie du film Men de Alex Garland et qui revenait sur l'ensemble de sa filmographie. Sullivan qui devait d'ailleurs être avec nous ce soir mais qui finalement n'a pas pu être là, on pense bien à lui et de toute façon on le retrouvera je pense d'ici quelques temps pour parler d'autres choses. On a quand même néanmoins ce soir une belle équipe, je suis très content de vous avoir toutes et tous parce que je pense que de par vos différents métiers ou passions vous allez avoir quand même pas mal de choses à rajouter sur ces thématiques là je pense. Du coup forcément comme d'habitude on a le chef Manu. Salut Manu. Oui, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On a aussi Julien Djoubri de Point and Think et Pop Ubique. Salut Julien. Salut tout le monde, merci beaucoup pour l'invitation. C'est chouette de pouvoir parler autre chose que de jeux vidéo. Merci. Merci beaucoup Julien d'avoir répondu si rapidement du coup il y a seulement quelques heures. J'ai aussi Arnaud Kiko avec nous ce soir. Salut Arnaud. Salut, merci pour l'invitation et je crois que la dernière fois que j'étais venu c'était aussi pour Harry Astor avec Julien. En tout cas c'était avec Julien, donc merci pour l'invitation again. C'est ça, merci beaucoup. Et donc Arnaud Kikou que je présente quand même rapidement, mais journaliste pour Comics Blog et des excellents podcasts First Print. Du coup, je pense que ton métier te permettra peut-être d'ajouter des choses sur les thématiques de ce soir, je l'espère. Merci beaucoup. Et enfin, le meilleur pour la fin, Manon. Merci beaucoup Manon. C'est trop gentil. Et merci pour l'invitation. Ça fait plus de 6 mois que j'ai pas enregistré un podcast, donc voilà, j'espère que j'ai pas perdu la main. Merci. Avant qu'on se lance pour parler du film en lui-même, je voulais juste faire un rapide tour pour situer pour tout le monde. Je voulais vous demander ce que vous aviez pensé des autres films de Garland jusqu'à avant Civil War, pour situer un peu si vous étiez déjà conquis ou pas du tout, un peu de ce qu'il a fait avant ça, si ça vous dérange pas. Du coup, on commence par toi, Manon, si tu veux bien. Eh bien, alors, Alex Garland, pour moi, il y a encore 1 mois et demi, c'était surtout le film Sunshine, qui est un de mes films préférés, vraiment dans un top 10, je pense, et du coup, c'était surtout un scénariste, et derrière, j'avais vu Ex Machina, et j'avais vu La Plage aussi, mais voilà, c'était à la fois un nom que je connaissais, dont j'entendais beaucoup de bien, mais j'avais pas vu beaucoup de ce qu'il avait fait. Et je suis allée voir Civil War comme ça. Et en fait, c'est quand tu m'as proposé d'en parler en podcast que j'ai fait, bon, alors ça va pas du tout. Ça fait 50 ans que j'ai 28 jours plus tard et Annihilation dans ma liste de choses à voir. Du coup, entre les 2 fois où j'ai vu Civil War, parce que je l'ai revu, j'ai vu ces 2 films-là que j'ai absolument adorés. Donc plus ça va, plus j'aime Alex Garland, mais on peut pas dire que je sois une vraie spécialiste. Donc voilà, j'aurai un peu mes yeux de newbie sur Alex Garland. Si ce n'est que j'espère, Manu, depuis le précédent podcast, tu as vu Sunshine, parce que vraiment, meilleur film. Je ne répondrai pas à cette question. C'est ta réponse du coup. Ok, merci. Toi du coup, Manu. Moi, tu connais mon avis sur Alex Garland, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sur quasiment tout ce que j'ai vu. Alors moi, en l'occurrence, j'ai moins vu ces trucs en scénariste, à part 28 jours plus tard. Mais depuis Ex Machina, je suis tout ce qu'il fait. Et en général, j'aime beaucoup. Après, on reparlera de ses lois. Mais jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup aimé. Ça tire. Ok. C'est ça là, jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup aimé, tu le sens. Et toi, Arnaud ? En fait, je me retrouve vachement dans ce que dit Manu, dans le sens que j'ai pas vu tous les films qu'il a écrits et que c'est Ex Machina qui m'a un peu fait le déclic par rapport à ce cinéaste.
J'ai hélas pas regardé Devs encore, je pense que c'est ces trucs récents qui me manquent, c'est sa série télé Devs, mais sur tout ce que j'ai pu voir de lui auparavant, et même pour ça, comme le dit Manu aussi, sur 28 jours plus tard, j'ai toujours trouvé que c'était quelqu'un qui était super intéressant et qui a une approche de ces thématiques et une sensibilité artistique d'un point de vue purement esthétique que je kiffe à fond. Et donc, sans être un spécialiste non plus, je fais pas d'études de diégèse de toutes ces œuvres, d'exégèse et tout ça, mais ouais, je suis un Yankee, on peut dire les choses comme ça, un bon Yankee, et je reste un Yankee après Civil War, même si j'ai aussi mes propres réserves sur ce que le film montre ou ce que le film raconte, mais ce sera pour la suite de ce podcast. Ok, merci. Bah alors du coup, si tu as l'occasion, Devs, c'est donc une mini-série entièrement réalisée et écrite par Garland et qui se regarde quand même très très vite et très rapidement, je trouve. Je crois qu'il n'y avait que 8 épisodes et pour moi, c'est un de ses meilleurs boulots. C'est vraiment excellent si vous avez l'occasion. Alors ouais, franchement, pour moi, c'est un des meilleurs trucs qu'il ait fait. Je sais pas du tout où c'est dispo en France. C'est disponible sur MyCanal. Ça fait, moi, je suis abonné sur MyCanal depuis des années et je prends juste pas le temps, quoi. C'est dans ma watchlist, mais voilà. Je sais où la trouver. Ouais, en plus, il a clairement repris une partie du casting pour Civil War, du coup. Ah bah oui. Voilà, j'aurais pas eu cette ref en voyant le film. Et toi, du coup, Julien ? Je vais reprendre les mêmes mots, je suis très gros client du monsieur. J'avais pas capté que c'était lui le scénariste de 28 jours plus tard, mais j'aimais bien Danny Boyd avant, donc 28 jours plus tard, Sunshine, c'était des films que j'aimais bien. Et pareil, Ex Machina, c'était le gros déclic. Pour le coup, le côté SF, toute la réalisation qu'il a, sa manière de faire, quoi, c'était un gros coup de cœur. Je m'étais mis ensuite à capter qu'il était scénariste. J'ai lu le livre de La Plage et de Sunshine qu'il avait écrit du coup à côté. Il en avait fait des livres, pas vraiment des scénarios adaptés, qui étaient assez cool, pour le coup, différents. Mais ouais, Men, pareil, il y a 2 ans, c'était un bon film bien viscéral. Et Devs, ouais, pour le coup, pour rebondir, pour moi, c'est mon œuvre préférée de lui. C'est la plus aboutie, l'histoire est folle, c'est tout ce qu'il sait faire sur 8 épisodes. T'as l'impression de voir un film de 8 heures. Donc ouais, j'allais avec Civil War avec absolument aucune appréhension, quoi, pour le coup, en me disant c'est Alex Garland qui va parler de comment l'Amérique part en vrille. Il y avait tout ce qu'il fallait sur le papier. Ok, merci. Donc oui, alors pour ceux ou celles qui ne voient pas du tout de ce dont on va parler, l'Amérique qui part en vrille dans les grandes lignes, c'est ça. Civil War, plus gros projet en termes de budget pour l'instant de la boîte de production A24. On est à peu près sur 50 millions de dollars de budget pour le film. J'étais assez surpris de découvrir que ce serait Garland qui irait dans cette direction-là. Lui qui vient quand même d'un cinéma... globalement quand même plutôt intimiste, je trouve, dans l'idée en tout cas, et de voir cette annonce film de guerre et tout ça, j'étais un peu surpris et au final on en reparlera après. Film qui était quand même un peu attendu, film qui parle très très politique, on en parlera après, qui arrive sur une année électorale aux États-Unis, et qui arrive, je pense, à une date très intéressante comme ça, au mois d'avril. Je pense qu'il avait un peu de place pour lui, et qui raconte du coup, dans les grandes lignes, on parlera bien évidemment du reste en détail, mais l'histoire de 4 reporters de guerre dans un futur proche dystopique, qui vont partir tout simplement sur un road trip de New York à Washington DC, parce qu'il semblerait que le 4 juillet, là-bas, il y ait une destitution du président en place en pleine guerre civile. Ils veulent essayer d'aller choper comme ça le scoop ultime un peu. Président qui est là sur un 3e mandat et qui est un peu présenté quand même comme un peu un dictateur fasciste quand même. Et donc on y retrouve principalement Kristen Dunst, Wagner Moura, Kaylee Spaeny et Spaeny, je sais pas comment on dit, désolé, et Stephen McKinley Anderson, je crois que c'est le nom du 4e reporter, et le président est interprété par Nick Offerman. Donc c'est respectivement les journalistes Lee, Joel, Jesse et Sammy, et donc voilà, un magnifique road trip, parce que visuellement je trouve que c'est vraiment très très chouette. Film viscéral de 2 petites heures, je crois qu'on est sur 1h45, et donc en pleine guerre civile avec ce que ça veut raconter. On en parlera un peu plus en détail, mais voilà pour le pitch global de cela. Donc dans un futur, je pense, assez proche,
là où il y a eu quand même déjà cette guerre est là depuis, je pense, un peu quelques temps, et on a des bribes d'informations ça et là, mais on n'a pas de contexte prédéfini, type voix off ou panneau au début du film pour nous expliquer quoi que ce soit, chose que beaucoup de gens ont reproché au film. On comprend que dans ce monde-là, la Californie et le Texas se sont associés, chose qui est quand même très surprenante au vu des idées politiques de ces États aux États-Unis. On voit qu'il reste plus que 2 étoiles sur le drapeau américain, et après on se lance dans cette aventure-là avec ce que ça va nous raconter. On essaiera alors on va parler clairement, hein, de toute façon le film est déjà sorti depuis quelques temps, et je pense que si vous nous écoutez, c'est que vous voulez avoir peut-être notre avis ou quoi sur le film, et si vous l'avez pas vu, on espère vous donner envie, bien évidemment, mais on essaiera de pas spoiler la toute fin, mais je pense que sinon sur le reste du film on parlera quand même assez aisément, donc faites attention, peut-être qu'on spoilera quand même, on essaiera de se garder la fin pour la fin. Il y a du un podcast. élément dont je vais devoir parler qui est vachement à la fin quand même. Hein. Ah bon, on va voir comment on se débrouille. Désolé en tout cas. Non, Et puis bon, sinon, à si titre vous voulez, personnel, moi, c'est littéralement la fin qui me pose vraiment problème, donc ça sera compliqué de pas devoir l'aborder à un moment ou à un autre. Mais on peut peut-être ne pas le faire genre maintenant tout de suite. Oui, hein. clairement. ouais, on va juste essayer de faire ça, voilà, de danser un peu au départ, et après on ira clairement. Voilà, merci. Du coup, alors j'ai pas trop de plan d'attaque. Je vais vous laisser attaquer. Manon, si tu veux peut-être te lancer en première. Toi, tu avais découvert le film en salle, c'est ça ? Oui, je suis allée voir le film en salle, très, très confiante, en n'ayant pas du tout suivi le projet en amont, ni ce que ça voulait raconter, ni s'il y a eu des histoires de production. Enfin voilà, j'y suis vraiment allée en mode c'est le nouveau film d'Alex Garland. Enfin le premier que je vais voir en salle, parce que du coup je suis pas allée voir Men et j'avais pas vu Ex Machina en salle. Donc voilà, j'ai été assez surprise. J'ai passé, comme tu dis, ça fait un peu moins de 2 heures et ça passe très vite. En fait, je trouve le film extrêmement efficace. Tu as parlé du fait qu'il était beau, je te rejoins à 100% pour le coup. Après Annihilation, qu'on a tous dû voir sur petit écran, et pas seulement moi parce que je l'ai vu il y a 2 semaines. Parce qu'il est sorti sur Netflix aussi. Oui, c'est ça. Oui, non, c'est là où C'est j'en ça. venais. C'est que je pense que ça faisait plaisir de voir du Alex Garland sur grand écran à tout le monde. Il a une façon de filmer Kristen Dunst. Enfin, j'adore tous les plans. Enfin, je trouve que c'est le personnage du film qui me fascine le plus. Et je trouve que, en le revoyant juste avant qu'on commence, là, je trouve qu'il y a des plans absolument magnifiques. Je lui trouve le défaut en tant que scénariste, et c'est pas dans ses habitudes, que il est avec des personnages assez stéréotypés et il se détache pas trop de ces stéréotypes, même si ça fonctionne bien. Mais en fait, ce qui m'a vraiment... du coup, on va pas de suite parler de la fin, mais en tout cas, moi, je suis assez confuse sur le message du film, en fait. C'est ça c'est-à-dire, j'ai vraiment passé une bonne séance, mais je suis un peu sur ma faim sur qu'est-ce qu'il a voulu nous raconter, et est-ce que est-ce que je suis en accord avec le message du film ? Tu as reparlé des enjeux, du fait qu'il sort lors d'une année électorale. Je trouve qu'en fait, la confusion, le manque de précision dans le film dont tu as parlé, d'un contexte qu'on nous pose mais qu'on nous explicite jamais, finalement, c'est assez problématique, parce que ça... Pas que, on est d'accord, le monde est gris, il n'y a pas des gentils et des méchants. C'est pas ce que je veux dire, mais dans le film, c'est Alex Garland, donc en fait, on sait que ce qu'il aime montrer, je sais pas s'il aime le montrer, mais en tout cas, une de ses thématiques récurrentes, c'est de montrer l'horreur qui réside en chacun d'entre nous, et parler de l'humanité en parlant de tout ce qu'il y a de plus affreux au sein de l'humanité. Mais étonnamment, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de lumière dans le film. Il est assez sur ces États-Unis où tout part en vrille. À part nous dire que tout part en vrille, je sais pas trop où se trouve l'espoir dans le film, ou s'il y en a pas. Et du coup, c'est un parti pris, mais je suis très confuse en fait sur ce qu'il a voulu raconter, et du coup oui, alors formellement j'ai vraiment aimé le film, mais dans le fond c'est pas le film d'Alex Garland qui va le plus me marquer, quoi. Et puis c'est la première fois à mes yeux qu'on sort du genre
de la science-fiction. Enfin, pour le coup, j'assimile beaucoup Alex Garland à un genre qui est plus lié à la science-fiction ou à des éléments surnaturels en tout cas. Et là, on est dans quelque chose de 100% réaliste et je sais pas pourquoi il m'a moins emporté dans ce genre-là. Du coup, le fait que tout soit très très réel et en même temps dans ce futur proche qui est pas vraiment, enfin je sais pas, vraiment confuse en sortant du film, et j'ai revu le film et je suis pas plus c'est pour ça que je suis contente d'en parler avec vous parce que je suis pas plus avancée. Alors c'est marrant du coup que tu n'es... Alors désolé du coup je t'ai lancé tout de suite sur Ouais. la ligne de front, tu te débrouilles toute seule, mais c'est marrant que tu dises ça et que tu n'aies pas vu Men, parce que j'ai l'impression que ton retour c'est le retour de beaucoup de gens sur Men, genre qu'est-ce que tu veux me raconter en fait. Et peut-être que c'est voilà, quelque chose que maintenant le Garland essaie, sur lequel s'essaie à l'écriture, je sais pas, mais je retrouve un peu ce truc là de Men sur qu'est-ce que tu veux nous raconter en fait, que j'ai beaucoup aimé Men, on en a déjà parlé il y a 2 ans, mais je vois ce que tu veux dire là-dessus et je pense que tu n'es pas la seule à avoir ce ressenti là, ouais. Et pour te rejoindre sur le côté visuel, il retrouve Rob Hardy à la photo, que je trouve être un des meilleurs directeurs photo de ces dernières années, qu'on avait eu sur Mission Impossible Fallout, que je trouvais magnifique visuellement, et qui est sur quasiment tous les projets de Garland, et qui a une photo que je trouve superbe sur le film. En plus, du coup, il y a un peu de sujet, vu qu'on c'est quand même deux des 4 personnages sont des photographes, et du coup il y a aussi beaucoup littéralement de photos en fait, et ça marche très bien sur ce côté visuel là. Quelqu'un veut nous donner son avis? Manu, peut-être toi qui l'as pas découvert en salle et qui l'a découvert que chez toi, je crois. Ouais, en fait, j'ai carrément moins de recul que vous, parce que je l'ai regardé cette nuit. Pendant une insomnie, j'ai pas pu aller en salle pendant un moment, et du coup, je l'ai regardé au dernier moment pour le podcast, hein, clairement. Et moi, ça m'a laissé un goût amer, parce que, je vais pas dire il m'a énervé, je vais surtout dire il m'a énormément déçu, en fait. Je trouve que le film est très bon formellement, en effet, la forme, l'image, les actrices sont assez incroyables, mais moi, le côté viscéral, justement, que Julien et Manon vous avez cité, je suis d'accord avec Julien sur Men. Là, je l'ai pas eu du tout, parce que je trouve que le film est beaucoup trop sage. Alors, il faudra qu'on spoil après sur certains éléments en particulier, mais il est beaucoup trop sage dans sa vision des choses. Il simplifie pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses qui l'occultent pour moi, qui met de côté ou qui n'ose pas. Et en fait, pour moi, ça fait partie du propos du film. Je pense que ce qui réussit, c'est aussi la source de un certain nombre de ses défauts, c'est l'espèce de côté objectif qu'il veut donner au film et qui fait incarner par ses personnages. Sauf que c'est un peu un mensonge. Parce que les personnages, déjà, tu vois qu'ils croient pas à ça. Ils croient pas au fait que... Enfin, ils sont pas objectifs. Ils ont leur avis, c'est impossible d'être objectif de toute façon. Ils ont leur avis sur la chose. Mais pourtant, ça ressort pas vraiment dans le film. Ça en devient problématique sur certains points. Et vraiment, il y a un certain nombre de points où j'ai l'impression qu'Alex Garland, il passe à côté, et notamment le ressenti... Enfin, pour moi, le propos du film, c'est, regardez, il y a pas mal de gens qui poussent vers une guerre civile. Regardez, c'est ça, une guerre civile, c'est moche. Sauf que, à part le fait que c'est une guerre entre Américains, on ressent pas que c'est une guerre civile. On ressent pas la proximité entre les deux camps. On ressent pas les conflits d'intérêts, on ressent pas... En fait, on voit une guerre. Et le film, il dit... les deux camps, c'est moche, les deux camps, ils vont faire des saletés, mais en fait, ça, on le sait déjà. Et en plus, il y a un élément circonstanciel qui est hyper important, je trouve, dans l'appréciation du film, c'est son moment de sortie. Et moi, particulièrement, le fait de l'avoir maté cette nuit, après ce qui s'est passé hier à Rafah, en fait, on sait que c'est plus moche que ça, en fait. Et ceux qui sont présentés comme les personnages horribles du film, Jesse Plemons et tout, ce qui m'a fortement perturbé, c'est que tous les personnages sont rationnels. Ils ont une logique pétée, mais ils sont rationnels dans leur logique. Et le côté, en fait, ça serait le prétexte au déferlement d'un certain nombre de passions, le prétexte à faire des horreurs que les gens ont envie de faire. Je le ressens pas, ça. Je ressens juste, ils ont une logique et ils exécutent leur logique, quoi. Et ça m'a laissé, ça m'a laissé très froid là-dessus. Et en plus, je pense qu'un des éléments qui joue dans l'absence de côté viscéral, c'est que la fameuse scène de Jesse Plemons, donc on va probablement parler, et qui était un des trucs qui a bien teasé le film, elle fonctionne dans la tension, mais
je sais plus à quel moment du film, je dirais vers 45 minutes, je savais comment le film allait finir. Je savais exactement entre deux personnages ce qu'il allait se passer, quoi. Au plan près, presque. C'est 30 minutes. C'est 30 minutes du film. Mais C'est dont tu parles. voilà, à un moment, il y a un personnage qui prend un autre personnage en photo, tu sais exactement ce que ça va être la fin. Et bah du coup, ça désamorce toute la tension de ça. Parce que tu sais, de la scène de Jesse Plemons, qui va mourir, qui va survivre. Et bah ouais, je trouve ça hyper sage, en fait. Et du coup, ça m'a déçu. J'ai pas trouvé que le film était mauvais, je trouve juste qu'il passe à côté de beaucoup trop de choses. Et on redéveloppera un peu tout à l'heure, mais notamment la vision monolithique du journalisme, et monolithique et fantasmée, en fait. Cette espèce d'entité indépendante qui n'a que cette conscience indépendante. Ça passe à côté du fait que la montée de Trump, puisque clairement au début, le personnage de Nico Ferman, il a des mimiques et des expressions, c'est Trump. Hein. Enfin, c'est subtil sans l'être. Hein. Mais la montée de Trump, elle a beaucoup bénéficié du traitement médiatique. Et ça, dans un film qui traite de journalistes, personne n'en parle jamais. Enfin voilà. Ok, merci. Ça m'a déçu. Avant de laisser parler le journaliste ici présent, je voulais juste préciser quand même que pour un peu de contexte, c'est un film qu'il a écrit il y a déjà quelques temps. Il a écrit ça avant l'invasion du Capitole. Je trouve ça intéressant à retenir quand même. Et je précisais en intro que Garland était britannique parce que effectivement, je te rejoins sur le côté un peu sage entre guillemets, venant de je sais pas, c'est peut-être une idée que j'ai complètement bête, mais venant du scénariste britannique, voilà, qui a quand même bossé sur Dredd Bah moi je trouve que venant du mec qui a écrit 28 jours plus tard, ouais. Je veux dire la scène de l'attaque du, je sais plus, c'est un monastère ou enfin là où ils sont les militaires quoi, à la fin de 28 jours plus tard, c'est vachement plus viscéral que qu'est-ce qui se passe dans ce film. Ouais. Et qui est d'ailleurs en train d'écrire 28 ans plus tard en cours de tournage en ce moment. En ce moment, voilà, Garland qui retrouve Boyle pour ce film-là. Donc oui, effectivement, je te rejoins là-dessus. Et toi, Arnaud, du coup? Ouais, ben justement, pour rebondir tout de suite sur ce que disait Manu, je pense que justement, alors qu'on a quelques semaines après ces histoires de grandes commissions d'enquête sur la télévision et tout ça, je pense qu'on peut quand même distinguer les éditorialistes des journalistes et que ce qui est présenté clairement dans le film de Garland, c'est le reporter de terrain. C'est pas les mecs sur Fox News ou sur CNews ou sur BFM ou n'importe quel plateau télé, en fait, qui se contentent de commenter des choses sans y avoir été présent. Non, je suis d'accord, hein. C'est juste que ça occulte cette partie à côté, quoi. Ouais, mais parce que justement, c'est pas assez. Je pense que c'est centralement pas le sujet en tant que tel, que là, c'est vraiment la place du photographe et même du reporter de guerre, parce que le photographe de guerre, c'est encore un type de journalisme de terrain qui est vraiment très particulier quand tu vas sur les zones en tension et que justement, ouais, t'es amené à voir des choses absolument atroces. Et tu parlais de Rafa avant, et j'imagine que c'est ça la comparaison immédiate, c'est de se dire, mais encore c'est encore plus compliqué, puisque là-bas les journalistes n'ont pas le droit d'aller, mais de savoir en fait qu'est-ce que tu fais quand tu vois vraiment des horreurs qui sont commises devant toi, et que dans ce cadre-là, je crois que c'est pas forcément idiot de dire que ce type de journalisme-là est juste là pour rendre témoin, en fait, pour être témoin de ce qui s'y passe, et que tu peux pas intervenir. C'est abordé cependant le fait que dans le film, les journalistes à Washington sont éliminés à vue, quoi. Ensuite, pour... moi, je trouvais que Men, c'était très... Là, j'essaie de voir tous les trucs sur lesquels je voulais rebondir, mais ce que tu disais, Quentin, moi, je trouvais que Men, c'était pas du tout... Il y avait pas du tout de qu'est-ce que tu essaies de me raconter avec ce que disait Garland. Enfin, pour moi, c'était très très clair sur les mecs, c'est tous des cons, grosso modo, hein, si on peut caricaturer comme ça. Mais pour moi, c'était un message assez clair sur la masculinité toxique et sur le fait juste que les hommes arrêtaient, en fait, dans l'ensemble. Mais c'est vrai que par contre, mais du coup, je rejoins Manon sur ce côté de est-ce que je suis d'accord avec ce qu'on me montre ou pas, enfin avec ce qu'on me dit plutôt, parce que moi je crois avoir compris ce que voulait dire Garland, et ce qui a été vraiment très bizarre pour moi avec ce film, c'est que autant, comme vous tous, j'ai apprécié l'expérience artistique, cinématographique en tant que telle. Autant de ce que j'ai compris avec le film, je crois que je suis fondamentalement en désaccord avec ce que le film me dit, et en même temps j'arrive à concevoir pourquoi ça pourrait être le message, et pourquoi en fait peut-être que je me trompe, et c'est assez perturbant parce qu'en général c'est soit un film dit quelque chose et je suis absolument pas d'accord mais je suis très, très bien dans mes convictions, soit en général il me parle parce que je suis d'accord et donc il n'y a pas de souci, et puis là c'est vraiment une forme d'entre-deux, donc voilà. Je pensais qu'il me resterait plus dans la mémoire peut-être,
Parce que moi, je pense que je l'ai vu le plus longtemps avant vous, parce que j'avais réussi à m'incruster à la projection de presse qu'ils avaient faite, je crois que c'était en mars même, c'était un mois avant. Il y avait un embargo critique super long et tout ça, quoi. C'était assez. Je sais pas pourquoi ils étaient super dans le secret, tout ça, parce que j'imagine qu'ils espèrent peut-être que ce sera un énorme carton. Et ouais, j'imaginais vraiment, en fait, en sortant de ça, que ça allait me rester plus longtemps, que ça allait me travailler plus longtemps. Et au final, c'est vrai que c'est peut-être pas le film de Garland qui est le plus marquant. J'ai plus de moments de Men, pour le coup. Moi, c'était vraiment un film qui m'avait beaucoup marqué, vraiment des images qui me sont restées en tête encore plusieurs années après. Alors que là, je t'avoue que Civil War, ouais, je l'ai rematé en vite fait juste pour me rappeler un peu l'ordre des scènes, tout ça. Mais c'est vrai qu'à part la séquence Jesse Plemons qui montre que Jesse Plemons c'est vraiment un des meilleurs acteurs qui existent en ce moment, il n'y a pas tant de choses qui soient marquantes. Et ce que je trouve dommage, et là du coup je me fais un peu le porte-parole de Sullivan parce qu'on en avait beaucoup parlé en sortant du ciné, c'est que ouais, en fait, le film fait 1h40 générique compris, et donc en fait c'est pas si long que ça, tu vois. Enfin, peu importe, c'est court, je suis assez d'accord. Ouais, c'est assez court, et en fait, en regardant de nouveau le timer, c'est que en gros sur les 2 tiers, c'est vraiment le road trip, et avec différentes séquences qui essaient de montrer un petit peu tous les aspects de la vie dans cette situation de guerre civile. Et le dernier tiers, bah, c'est le grand climax de guerre, un peu bourrin, un peu débile, quoi. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage peut-être d'avoir ce dernier tiers qui en fait te fait virer vers le film d'action. Comme tu le dis, comme tu disais Manu, là ça devient juste un film de guerre. En fait, c'est vrai que le côté civil, le côté vraiment nation qui se déchire, tu le ressens moins, parce que c'est juste des soldats qui vont braquer un building qui est surprotégé, quoi. Donc c'est vrai que c'est moins impressionnant. Après, j'étais pas forcément d'accord sur le fait que tu ressens quand même que même si les gens agissent de façon plus ou moins rationnelle, tu vois quand même que c'est pas une guerre conventionnelle, parce que tu vois que déjà dans ce pays de fous furieux où tout le monde peut porter une arme, en fait ça devient limite juste dangereux d'aller faire tes courses ou de vouloir prendre de l'essence, et t'as ce sentiment vraiment de dire mais en fait c'est ça, tu peux te faire buter à tout moment dans ce foutu pays, et en l'occurrence même quand même en l'absence de guerre civile, quoi. Aujourd'hui encore, si t'as pas de chance, tu vas te faire dégommer parce que t'auras un fou furieux avec un AR qui va décider de se faire un carton dans une boîte ou dans un restaurant, quoi. Donc je trouve que tu le ressens encore plus à ce moment-là, de vraiment se dire que vraiment tout le monde a des putains d'armes dans ce pays, et t'as aussi cette séquence avec une ville justement où les habitants ont décidé un petit peu de pas trop faire attention, qui montre bien aussi comment tu réagis toi, en fait, et pareil comment on réagirait tous dans un pays si des tels événements un peu enfin, je pense pas qu'on les fantasme non plus, mais qui sont peut-être pas si loin, si éloignés de notre réel. Je pense que ça mérite quand même de poser la réflexion, parce que en fait, peut-être que s'il y a une guerre civile qui arrive, que ce soit aux États-Unis ou en France, peut-être que t'auras pas. Enfin, c'est peut-être pas que juste. On assouvit tous nos fantasmes les plus obscurs et on fait vraiment les pires obscénités à ceux qu'on n'aime pas. Peut-être qu'en fait, juste pour certains trucs, ça va juste être, en fait, on va laisser les gens qui ont envie de se taper dessus, et puis d'autres vont former des enclaves pour se couper du réel. Et quelque part, c'est aussi des choses que font déjà les gens sur plein de situations du monde, où en fait, tu décides juste de pas le voir parce que c'est trop compliqué. Donc, je sais pas où est-ce que je vais avec ce long monologue, mais voilà, pour moi, c'est un film assez perturbant. Au final, et j'imagine qu'on rediscutera des points perturbants un peu plus tard. Ok, ouais, merci. Du coup, Julien. La tâche de passer en dernier. Je suis d'accord avec pas mal de choses que vous avez dit. Ah, c'est vrai. Vas-y, je vais parler pendant 10 minutes comme ça. Non. Je suis d'accord avec ce que tu disais au début, pour le coup, Manon, sur le coup des personnages très monolithiques. Enfin, pas très caricaturaux, pour le coup, comparé à ce qu'il sait faire. Ça aurait pu être mieux fait, mais tu sens qu'il y a tout qui est au service de... il a une histoire à raconter, et ça va aller dans ce sens-là un petit peu. Et Kirsten Dunst, ça va rester dans son personnage, pardon. Les autres aussi, moi c'est ça qui m'avait un peu sorti au début, mais c'est avec du recul, j'ai vu il y a 3 jours, donc c'est pas non plus un gros recul. J'ai l'impression qu'il fait plus un récit au final sur l'importance de l'image. Comme tu disais Arnaud, en fait, les différences entre ce que c'est de faire du reportage de guerre, de faire du reportage de terrain, comment tu utilises l'image, qu'est-ce que t'en fais derrière.
Il y a vraiment ce côté-là où quand il montre les photos justement pendant le film, où t'as vraiment ces moments où tu vois les photos en noir et blanc pour... j'ai plus son nom pour la jeune photographe, ou en couleur pour Kirsten Dunst. Jessie, ouais. Où tu vois vraiment qu'est-ce que c'est de prendre des photos, qu'est-ce que c'est la guerre, même si ça manque un petit peu de bordel, ouais, comme vous dites, pour le coup. C'est censé être la guerre civile, mais à part 2-3 petites scènes de guérilla, on n'a pas trop ce sentiment de danger, même si on sent quand même que n'importe qui peut dégainer à n'importe quel moment. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est au final, c'est presque le côté documentaire de te dire qu'on ne te donne pas de contexte. Ça peut être de la facilité, en soi, de te dire on ne sait pas trop depuis quand il y a la guerre, on ne sait pas trop qui participe, on comprend vite fait que c'est la Californie et le Texas contre le reste des États-Unis, mais tu sais pas qui sont les bons ni les méchants. Le président, il est montré comme un bon Trump, comme un bon facho qu'il faut, mais on ne donne pas de contexte. On a juste les deux journalistes au début qui veulent juste avoir le shot, genre l'interview, la photo du président avant qu'il tombe, avant qu'il meure, pour avoir leur histoire à raconter. Ce qui est intéressant aussi. Et au final, plutôt que de décrire toute la guerre civile qu'il y a derrière, j'ai l'impression que le parti du film, c'est plus de te montrer les personnes qui en font partie. C'est ce que t'explique Arnaud au final. On va avoir ceux dans la petite ville qui sont clairement là en mode la guerre se passe loin, si on s'y intéresse pas trop, nous on sera pas impacté, tout va bien. T'as les rednecks quasiment là, qui ont à la première station essence. Ils ressemblent un peu aux Boogaloo Boys. C'est un mouvement d'extrême droite américain, des mecs qui se préparent pour une guerre civile, qui portent des chemises hawaïennes comme certains des mecs là qui avaient là. Donc je mets le clin d'œil facile, mais Ouais, c'est fait exprès, je pense. ouais, c'est ça. T'as ce côté road trip, au final, moi je trouve que c'est la partie la plus réussie, parce que justement t'as toutes ces petites scènes de tous les endroits des États-Unis qui sont dans cette guerre, légèrement dans cette guerre ou dans cette révolte. Ça fait plus révolte en fait, c'est ça. Mais ça te donne aussi l'ampleur aussi du trajet qu'ils font. Je crois qu'ils font 880 miles, un truc comme ça, donc peut-être un peu plus de 1000 bornes en tout. Et t'as ce côté au final où tu peux ne pas capter que à 1000 km de chez toi, c'est la guerre dans la capitale, mais que pour autant t'as l'impression d'être dans un endroit qui a plus de loi, qui a plus de rien. Comme la partie de Jesse Plemons, on va y revenir, mais... Donc c'est pour ça, un petit peu ce côté documentaire dont on donne pas d'avis, on montre vraiment les images qui sont prises. Il y a un petit peu cette quête absolue de tout pour l'image des deux photographes. Un peu moins de Joe, là, le personnage masculin, qui est plus là pour les encadrer, mais les deux personnages féminins, t'as le côté faut reporter ce qu'on voit. Il me semble que c'est même quelque chose que Kirsten Dunst explique. Pour le coup, on n'est pas là pour donner un avis, on n'est pas là pour donner du contexte. Du coup, le film t'en donne pas. C'est peut-être de la facilité, mais je trouve que ça marche bien, pour le coup. Surtout, t'es à une période, comme tu disais Manu, avec Trump qui avait bien utilisé les médias, et même les personnes pour Trump qui avaient aussi utilisé les médias avec à coups de fake news, à coups de ce que tu veux. Là, techniquement, les photos qui vont être rapportées par ces photographes, là, enfin le message que le film nous envoie, les photos qu'on envoie, ça va être ce qui s'est passé sur le terrain. Il ne dit pas comment les photos vont être utilisées derrière. Il y a quand même, parce que ça rebondit sur un truc qu'a dit Arnaud tout à l'heure, le personnage justement de Lee, de Kirsten Dunst, elle a un moment parce qu'on sent qu'au début du film, elle est le personnage de Sammy lui dit, il y a un truc qui va pas plus que d'habitude, entre guillemets, et justement elle a une conversation avec lui, on est à peu près au milieu du film je crois, où elle lui dit en fait moi je prends toutes ces photos, toutes ces horreurs, je les prends en photo, et c'est à ce moment-là où elle revendique son côté objectif. Mais en fait, ça fait des années que ces photos, je les envoie, qu'elles sont montrées, et rien ne change. Et justement, je trouve que dans ce passage-là, il y a la question de la remise en question de est-ce que mon rôle, il s'arrête à prendre des photos, ou est-ce que, en fait, tout d'un coup, elle se dit, en fait, c'est pas du tout suffisant de prendre ces photos. Ce qui fait que dans ce personnage-là et à ce passage-là, j'ai l'impression qu'il y a une remise en question justement de cette question de l'objectivité journalistique. Est-ce que c'est la bonne position à avoir, même si la photo permettrait l'objectivité, c'est un peu ce qui est défendu, mais en fait, derrière, si personne ne s'en empare, c'est ce qu'elle a l'air de penser, en fait, juste ça continue. Donc, je trouve que c'est quand même... Pour le coup, son personnage est intéressant là-dessus. Non, c'est ça. T'as cette petite remise en question. Ce que j'ai bien aimé, c'est que le film, il prend pas le parti aussi de te dire d'utiliser l'appareil photo un peu comme arme, où ça aurait été le truc facile de dire, non, c'est avec l'appareil photo qu'on fait des tirs à notre manière. Il tombe pas là-dedans, ce qui est bien, ce qui aurait été facile. Donc ce faux documentaire, j'ai bien aimé. La fin, j'ai des réserves. Comme vous, je pense, de la même manière, ça se pré-shot assez facilement ce qui va se passer. Mais tout ce que ça soulève, même involontairement ou pas, sur le rôle de la photo,
du coup, dans le film, plus que le contexte ou quoi. Ou le coup de la photo de guerre, justement, comme ça, est-ce que c'est... On tombe sur le truc, est-ce que c'est du reportage? Est-ce que c'est de l'art, au final, ces photos-là de gens qui sont en train de mourir, de gens qui sont en train de se battre? Parce que là, pour le coup, il y a beaucoup de fois, on voit les photos, justement, des personnes qui sont en train de mourir, peu importe le camp. Donc c'est ce côté-là, moi, qui m'a intéressé, pour le coup, sur le fond du film. Sur la forme, vous en avez assez parlé, hein, techniquement, c'est bien. On sent qu'il a utilisé des caméras IMAX par moment là sur des grandes scènes, notamment au début, puis à la fin, là, quand ils sont à Washington, où ça marche bien pour donner un petit peu d'ampleur au récit. Et j'avais vu, j'en parlerai pour l'anecdote de Jesse Plemons, mais il y a une anecdote sympa aussi sur la manière dont ils ont réalisé cette scène-là. Mais ouais, la fin m'a déçu, on en parlera, mais le message global, je trouve intéressant. C'est pas mon Garland préféré, mais il y a quand même pas mal de trucs à ressortir, je trouve. Ouais, alors du coup, c'est chouette qu'on finisse par toi et juste avant moi, parce que je te rejoins totalement dans toutes ces grandes lignes. Moi, c'est vraiment plus le trip sensoriel qui m'a pris, en fait, plus que le contexte en lui-même. J'ai vraiment plus apprécié mon premier visionnage que mes deux autres, mais c'est vraiment ce voyage avec ces personnages-là qui m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. Parce que je me suis très vite dit, au bout de quelques minutes, que de toute façon, on n'en saurait pas plus sur tout ce contexte et sur ce qu'on veut vraiment nous dire par rapport à ce truc-là. Donc, je me suis vraiment laissé porter avec ces personnages-là. Donc, je te rejoins totalement là-dessus. Puis, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses. Alors, ça aurait pu être bien évidemment plus développé, mieux fait. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de choses dites via ces quatre personnages qui sont quand même, du coup, qui représentent plus ou moins quand même trois générations différentes. Ça, avec Sammy qui représente vraiment le mentor, hein, clairement, et JC qui représente vraiment la jeune génération qui vient d'arriver et dont Garland explique que c'est un personnage qui c'est quasiment de l'autobio parce que il a commencé sa carrière avec une fausse carte presse. Il voulait être reporter de guerre en fait à l'âge de 19 ans et il s'est vite fait recadrer par un mentor qui lui a dit quelqu'un qui lui a dit non t'as rien à faire là, c'est pas pour toi et du coup il a quitté tout ça et en fait il explique que le personnage de Jesse est fortement inspiré de ce que lui a vécu à ce moment-là de sa vie en fait. Et je voulais préciser aussi que Garland a un père cartooniste et qu'il y a aussi tout cet aspect-là qu'il aime beaucoup et qui l'a, je pense, quand même un peu inspiré, mine de rien, pour l'écriture du film. Et j'ai bien aimé le côté... tu parlais de Joël, Julien, là, mais... sur le fait que lui, il est là quasiment, on voit que lui, il a de l'adrénaline carrément, il kiffe voir, il le dit clairement, tout ce truc-là, être sur le terrain, mais sans rien faire, juste, plus lui, il a littéralement rien dans les mains, il est juste en train de regarder et parfois de prendre un peu de notes, mais c'est tout. Et on voit que, alors peut-être, attention spoiler, mais on voit au fur et à mesure du film que Jesse commence à avoir ce truc-là aussi, hein, clairement, sur le final. Et tous les PTSD de Lee qui justement elle sur le final n'en peut plus de tout ça tout cet aspect-là je le trouve vraiment très très intéressant. Le personnage de Jesse qui cite tout au début du film Lee Miller comme étant une de ses inspirations et Lee Miller qui quand même a été connu en tant que photographe de guerre sur la Deuxième Guerre mondiale comme justement étant quelqu'un qui ne faisait pas que prendre des photos de guerre objectives, mais qui se mettait même parfois en scène. Il y a une photo très célèbre, je pense que vous avez déjà vu de cette photographe dans la baignoire de Adolf Hitler. Et tout le message que ça veut renvoyer, le fait que Jesse prenne des photos entre guillemets stylisées en noir et blanc, je pense que c'est pas anodin, cette espèce de jeune génération qui veut peut-être enrober visuellement, enfin encenser un peu peut-être ces photos-là, et j'ai vraiment aimé cet aspect-là micro en fait, dans la voiture. De toute façon, il y a quasiment tout le temps ça avec Garland, de ce côté, ils sont quasiment dans tous ces films, les personnages sont enfermés, que ce soit dans la bulle, dans Annihilation, dans Ex Machina, ils sont tout le temps dans le bâtiment, enfin bref. Et j'ai l'impression que limite le plus important c'était cette partie-là en fait. Après les scénettes avec les différents personnages qu'ils vont rencontrer, parce que c'est ça, c'est quasiment on descend de la voiture, une scénette, on remonte, on redescend, et ces étapes qui vont nous raconter chacune quelque chose de différent, mais
Pour moi, c'est ce côté humain avec les 4 personnages, alors qu'aurait pu être clairement plus développé, mieux écrit, hein, ça je veux vraiment pas redire. Mais, et peut-être que ça aide d'avoir déjà vu certaines têtes. On avait déjà le personnage de Sammy qui jouait dans Devs, Jessie qui jouait dans Devs aussi, et c'est des têtes que moi j'adore, des têtes que j'aime beaucoup, et du coup ça aide peut-être de base en fait, surtout que c'est des grands acteurs, actrices. Mais voilà, je me suis vraiment laissé porter par, je l'ai précisé tout à l'heure, la photo, la musique de Geoff Barrow et Ben Salisbury qui reviennent encore une fois avec Garland et qui n'ont pas énormément de place, mais qui des fois ont des envolées comme ça, ces plans en IMAX dont tu parlais tout à l'heure, avec ces échelles du tout petit, du très grand. Il y a un plan dans l'espèce de camp où à un moment ils vont dormir, où elles sont toutes les deux en haut et on voit tout le camp en dessous. Je trouve ça magnifique, c'est tout bête, mais voilà. Et je voulais préciser que pour certaines scènes de guerre, je pense surtout le final, Garland s'est entouré d'un vrai militaire qui s'appelle Ray Mendoza, qui maintenant est, alors je pense, moitié réalisateur, moitié scénariste, qui vient du monde vraiment de la guerre et qui l'a épaulé et grandement apparemment sur Civil War. Il en parle vraiment beaucoup en interview, et qui du coup sera co-réalisateur du prochain film de Garland qui s'appelle Warfare. Donc je pense qu'il reste un peu sur ces mêmes thématiques-là, pardon, et ils seront apparemment crédités tous les deux en tant que metteurs en scène. Donc voilà. Mais attends, il arrêtait pas le ciné, Garland, avec Civil War? Non. Alors, à un moment, il y avait cette news qui popait, mais là, toutes les interviews que j'ai suivies de lui récemment, oui, on est d'accord qu'il dit, à un moment, je n'en rentre pas dans ma tête. À un moment, il a dit j'arrête le ciné. Non, mais en fait, c'était une extrapolation d'un commentaire qu'il avait fait. Ça. Il avait dû clarifier dans une autre interview quelques jours après, mais comme d'habitude, c'est juste que les gens ont tous repris le premier. Non, mais voilà, les gens ont tous repris la première déclaration, et puis quand ça a été contredit ou plus expliqué, en fait, les mêmes gens n'ont pas repris l'information en question. Tu sais comment ça marche. Et juste pour terminer, on a décortiqué quand même, mine de rien, pas mal de scènes essentielles du film, mais je crois qu'on n'a pas mentionné, pour moi, une des scènes limite qui m'a le plus marqué, je pense, au-delà de la scène forcément de Jesse Plemons qui avait permis de faire la promo du film, mais c'est la scène des snipers en fait. Et c'est là d'ailleurs où on retrouve deux acteurs très, très, très chers à Garland, qui étaient tous les deux dans Devs, mais qui montrent vraiment l'absurdité de tout ce truc-là en fait. Ils savent même pas, je trouve que pour moi c'est la scène peut-être la plus poignante on a Lee qui se perd dans ses pensées, parce que peut-être qu'à ce moment-là, voilà, elle est complètement et on a Jessie qui s'intéresse, on a l'adrénaline encore une fois de Joel, Sammy qui reste dans le véhicule parce que voilà, il est peut-être plus âgé, il en a peut-être marre, il a peut-être peur, il est peut-être conscient de ce qui se passe, et ces deux mecs-là qui savent pas. Ouais, je pense, voilà, tout simplement. Mais pour moi là, au deuxième et troisième visionnage, c'est peut-être la scène la plus intéressante. Enfin, moi, c'est celle qui m'a le plus. Et le fait qu'il n'y ait pas de contre-champ sur le camp d'en face, c'est excellent, parce qu'on sait même. Enfin, voilà, c'est superbe. De toute façon, peu importe qui sait ce que c'est, on s'en moque, mais même eux savent pas. Et je trouve que cette scène, c'est peut-être celle que moi je retiens le plus du métrage. Mais au revisionnage, je te rejoins complètement. C'est la scène qui m'a. C'est pas celle qui m'était restée en tête au premier visionnage, mais en le revoyant, je me suis dit que c'était celle qui illustrait. Si le propos, c'est de dire que, sur la guerre, c'est absurde et ils savent pas sur qui tirer, et nous, on sait pas vraiment de quel camp ils sont, et en fait, juste, presque c'est un jeu, c'est absurde et pas grand monde se pose des questions. C'est vrai je suis d'accord avec toi, c'est une très très bonne scène qui est en plein milieu du film en fait, et tu te dis il y a une partie du propos qui est encapsulée là, quoi, dans cette scène. Non, j'allais dire, c'est littéralement la citation de Coluche où il disait c'est l'ennemi est con, il pense que c'est nous l'ennemi alors que c'est lui. C'est vraiment ça, cette scène. Les mecs campent sur une position qui est absolument pas stratégique en se disant on va la voir, pourquoi? C'est absurde au possible cette scène. Alors moi, c'est marrant ce que j'allais dire, Quentin, que j'aimais tous les trucs que t'as parlé avec tes mains. Et moi, en l'occurrence, cette scène, j'aime bien l'exécution. Je trouve que c'est une bonne scène en vrai. Mais je trouve que du coup, la conclusion, c'est un peu facile, ça fait réfléchir, tu vois. C'est là, il nous tire dessus, donc on tire, et c'est ça la conclusion de la scène. Mais en fait, c'est le problème de la plupart d'une grande partie du film, c'est que je trouve que, en fait, on l'avait déjà avant la conclusion de tout le film, on connaissait quoi. Il y a zéro surprise dans ce que ça raconte, en fait. C'est un truc qu'on a globalement déjà assimilé. Quand on est prêt à l'assimiler, et quand on n'est pas prêt à l'assimiler, on va pas écouter le truc. Mais ouais, je sais pas.
Elle m'a pas enjaillé, en fait, je préfère le début du film à la fin, de toute façon. Mais sinon, je suis assez d'accord avec toi, Quentin, sur le côté... Enfin, un des trucs que j'ai préféré dans le film, et avec toi, Julien aussi, d'ailleurs, c'est le côté, le ressenti du film. Le côté sensoriel, comme tu disais, et Julien, quand tu parlais des intercalages de photos assez régulièrement dans l'action qui coupe le truc, je trouve que ça fonctionne. En fait, d'un point de vue esthétique, le film, on retrouve Garland là-dedans, il a une bonne imagerie. Et je suis aussi assez d'accord sur... Enfin, moi, le truc qui me laisse accrocher au film, c'est le personnage de Jesse, parce que je trouve qu'en effet, ça fonctionne bien jusqu'à la fin, où là, j'ai un peu plus de problèmes. Parce qu'on voit que l'idée, c'est de faire accepter une certaine vision des choses à Jesse de la part de Lee, et on sait que ça va vers là. Du coup, à la fin, c'est une acceptation du truc, ça m'emmerde un peu. Mais une de mes scènes préf, moi, c'est le début, l'explosion, quand elles sont juste en train de discuter. Il y a un petit conflit, d'un seul coup, ça explose, quoi. Et là, il y a une montagne de cadavres, et Jesse se retrouve à photographier Lee qui photographie les cadavres. Celle-ci, je trouve qu'elle fonctionne bien, parce qu'on est dans le début, on est dans la découverte. Et même la scène de Jesse Plemons, du coup, moi, là où elle fonctionne bien, c'est sur le ressenti de Jessie, quoi. Parce que moi, je me doutais qu'elle allait survivre quand même. Et du coup, c'est vraiment dans ce qu'on ressent de son expérience des choses que ça fonctionne. Je trouve que ça fonctionne plus que Jesse Plemons où tu t'attends. Enfin, pour moi, j'aurais préféré pas voir le trailer et que tout le monde ne parle pas de Jesse Plemons avant, parce que ça aurait mieux fonctionné. Ouais, oui. Parce que du coup, il fait ce que tu t'attends qu'il fasse, en fait. Avant de laisser la parole à quelqu'un d'autre, je vous propose vu que là je vois que ça commence à devenir peut-être un peu compliqué, on va passer en partie full spoiler pour les autres. Voilà. Donc je vous invite si vous n'avez pas vu le film et vous n'avez pas compris de quoi on parle ou quoi ou qu'est-ce, on va rester là, mais sinon nous on va partir en full spoiler. Voilà. Et je me posais une question avant que tu enchaînes. Vous avez ressenti le besoin d'avoir plus de contexte dans le fait de comprendre le message du film, ou même sans contexte? Parce que moi, j'accroche pas forcément, ou je capte peut-être pas tout ce qu'il veut dire, mais j'ai quand même pas besoin du contexte de comment ça a commencé, le conflit, tout ça, quoi. Parce que pour moi, j'ai le sentiment que c'est juste une réalité semi-alternative, quoi. Ça pourrait être comme ça. Donc, je vois assez facilement comment on peut y arriver. Moi, je suis un peu relou et j'avoue, j'aurais aimé plus de contexte. En fait, je me suis tellement accrochée à chaque petite chose. On disait le président, c'est pas tant de choses sur lui, même si l'imagerie renvoie à Trump, on l'imagine tout de suite facho. Quand même, un moment où on nous précise qu'il a fait bombarder des civils de sa propre population dont il était président, donc ça va quand même assez loin. Il fait abattre les journalistes à lui aussi. Hein. Ouais, donc, voilà, donc on a des éléments, mais on nous dit, enfin, tu vois, en fait, moi, j'avoue que ça crée direct une frustration. Pareil, on nous dit qu'en Floride, il y a aussi, je sais pas s'il faut les appeler sécessionnistes, mais en tout cas, il y a aussi un groupe qui s'est monté contre le gouvernement en place, mais qui a priori n'est pas rallié à la Californie et au Texas. Alors, est-ce que c'est une question géographique? Est-ce que du coup, ils défendent un autre truc? Enfin, tu vois, enfin, moi, en fait, ce manque de contexte, ça me fait soulever plein de questions. Et en fait, j'entends ce que vous dites sur le fait que le propos, il est pas tant... Enfin, il est plus sur la question des journalistes qui, en fait, sont les personnages principaux. Et donc, en fait, c'est ça l'angle qui est choisi, quoi. Et c'est pour ça que le contexte, on s'en fiche un peu. Je pense vraiment que Garland, il veut pas raconter un truc précis, c'est une volonté. Mais en tout cas, moi, en tant que spectatrice, j'en ressentirais un problème. Un besoin. Je trouvais que ça marchait bien l'idée de la Floride parce qu'en fait ils te le disent que un des problèmes de la cohésion militaire, c'est qu'en fait ils ont chacun leur lutte, et je trouve que ça fonctionne bien dans le fait de te dire en fait une révolution c'est juste une convergence de plusieurs luttes qui mènent vers un objectif commun qui est d'éclater l'autre, le mec en face, mais à la base ils sont pas spécialement ensemble, quoi. D'ailleurs je crois que Garland en a parlé récemment du Texas-Californie parce que ça avait choqué les gens. Et qu'il a dit, mais en fait, ils n'ont pas les mêmes vues politiques, mais ils sont un peu contre la position fasciste du président, du coup voilà, ça part, c'est tout. Et je trouve que ça, c'est la façon dont il le fait, je trouve que ça marche bien. En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pour un film qui s'appelle Civil War, mais ça parle pas tellement de la guerre civile. Encore, je crois que c'est Julien qui le disait tout à l'heure, je sais plus, mais que c'est une guerre, oui, mais le côté guerre civile, on le ressent pas tant que ça.
Moi, je trouve qu'en plus, dans le côté guerre civile, ce qu'on ressent pas, c'est l'impact sur ceux qui prennent pas parti. Parce qu'en l'occurrence, la petite ville qui a décidé Ouais, c'est un peu on se mêle pas à utopique ça quand même, non, le côté on se elle mêle reste pas à pas ça. mêlée à ça, quoi. Et je trouve ça bizarre de dire, il y en a, enfin, on peut rester de côté. Non, mais Parce tu que te dis, c'est je m'attendais ouais. au message de, on peut pas rester de côté, dans tous les cas, vous allez être impactés, les gars. Oui, parce que Et, tu vois les ça, on fringues l'a qu'il y a dans le magasin, enfin tu sais, des trucs tout cons, mais ça, on dirait pas un Oui, ils viennent magasin d'où de fripe, et en fait ça vient d'où? Et en fait, si vraiment t'as des routes bloquées, enfin je veux dire, à un moment, ils traversent le tout début, là, quand ils quittent New York, ils passent sur une route où il y a je sais pas combien de cadavres de voitures qui sont là, t'es là, à quel moment, au milieu de leur route, il y a un bled dans lequel tout est... Enfin, tu vois, c'est la petite bourgade américaine. Enfin, tu vois, moi, en fait, du coup, je sais pas si c'est des incohérences, parce que je pense qu'en effet, la volonté de Garland, c'est de montrer tout ce qui pourrait arriver, enfin, les différentes façons dont les gens peuvent réagir à cette situation. Sauf qu'en fait, je sais pas, sur le trajet du road trip, je me dis que cette ville, elle n'a rien à foutre là. Au pire, elle existe à un endroit qui est moins impacté, en effet, par, tu vois, dans un autre état, pas sur la route entre New York et Washington. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, moi, du coup, ouais, pour répondre à ta Ouais, c'est question, bizarre, le ouais. contexte. Bah après, enfin, t'as la réaction du personnage de Joe qui trouve ça, dans l'histoire, vraiment pas normal, quoi. Donc, en gros, ça te dit, ouais, non, c'est vraiment pas normal comme situation. Mais ils en font pas grand-chose quand même. Si ce n'est ouais, il y a quand même des snipers sur le toit qui sont là pour au cas où, mais... Je me dis que c'est tellement possible cette ville qu'elle existe. C'est que pour lui, ça le choque justement ça, parce que t'as peu de différence entre le front, entre guillemets, d'ici ou même de New York. Et du coup, tu fais 200 bornes en arrière, bah t'es à la campagne. C'est tellement grand les États-Unis que les mecs qui sont au Colorado, qui sont à des années-lumière de DC, de Washington, ouais, tu peux t'en foutre de ce qui se passe pour le coup. Ou ça se trouve, t'es des gens en sécession depuis 10 ans dans ta tête. T'avais déjà eu la réflexion de Jesse sur son père qui disait il est dans le Missouri, il fait comme si de rien n'était. Du coup, ce concept-là, tu l'avais déjà. Pourquoi mettre une ville qui est vraiment à côté du conflit en mode elle peut faire pareil, quoi? Parce que je trouvais que ça avait plus de poids en disant t'avais l'idée de la distance au conflit. Du coup, dans le Missouri, ils étaient loin. Alors que là, c'est vraiment à côté, quoi. Ouais. Je crois que c'est sur ce passage-là où Sammy précise au début qu'ils doivent faire un détour. C'est peut-être juste ça, je sais pas. Parce que il y a une phrase font un détour par le début nord à la base, ouais. Mais dans tous les cas, c'est pas ce moment-là. Ouais, je sais pas. Ouais, ok. Mais en effet, c'est grand. Tout à l'heure, tu disais, en effet, ils font 1000 km de nous, c'est un autre pays, quoi. Donc... Non, c'est ça. Tu fais ça en Europe, tu traverses 3 pays, quoi. Au mieux, ils ont fini de traverser 2 États. Ça le rend pas assez, ils auraient pu faire encore plus, mais... Ouais, je pense, pour répondre rapidement à ta question, à passer un moment du road trip, je pense passer cette ville-là, tu comprends que t'auras pas de contexte. En fait, c'est juste... C'est le bordel, ils vont à Washington pour avoir leurs photos, leurs shots. Ah ouais, parce que malgré ça, avant ça, tu disais que peut-être t'aurais du contexte sur la fin. Moi, à partir du moment où on était parti, je savais que... Enfin, je me doutais que ça resterait comme ça. Bah, je me doutais qu'à la fin, ça allait être le spectacle, en gros. Parce qu'il y a ce truc-là de se dire que c'est entre guillemets le blockbuster de A24. Parce que 50 millions, etc. C'est clairement à la fin que l'argent est passé. Donc tu te dis, bon, ok, vous passez 1 heure de film, tu te dis, ça va arriver là. Il y a un moment, il y aura l'argent qui va arriver, et oui. Mais je sais pas ce que je m'attendais à la fin, mais il y a bien eu 30-40 minutes. Jesse Plemons, clairement, tu sais que c'est foutu. Enfin, t'auras pas de contexte. Ouais, je dirais jusqu'à la ville, où la ville, ça a peut-être le côté absurde, ouais, voilà, ils sont en dehors de la guerre et tout, donc... Moi, en tout cas, c'est à partir de ce moment-là où je me dis, ok, c'est pas le but du film, en tout cas, de me donner du contexte. Mais j'ai pas été chercher derrière plus de contexte que ça, ouais. Peut-être que ça aurait été moins choquant s'il était resté sur son idée de base qui était jusqu'apparemment très loin dans le développement de faire ça en Angleterre. C'est que à partir du moment où le projet s'est vraiment lancé, mais dans l'écriture, jusque très tard, il était fixé sur le fait de faire ça en Angleterre. Et je pense que du coup, l'échelle aurait fait qu'on aurait vu ça vraiment autrement. Et on aurait peut-être... ça aurait été intéressant d'avoir cette approche-là totalement différente du coup. Surtout qu'en vrai, je trouve que la Grande-Bretagne est vachement plus proche de la guerre civile que les États-Unis. Dans vraiment les tensions avec le Brexit, les tensions que ça a remonté dans le... Ouais, mais du coup, vous nous avez sortis alors que nous, on était très bien dans l'Europe, les trucs comme ça. À un moment, ils vont vraiment faire une sécession, la Grande-Bretagne. Mais il y a un peu moins d'armes qui traînent partout en Grande-Bretagne. Par contre, oui, mais il y a les Irlandais, ils sont là, ils ont des stocks, c'est sûr. Après, sur l'absence de contexte, il y a quand même un truc, c'est que même si je crois que dans ce podcast, on partage pas mal de sensibilité et que dans l'ensemble, il y a quand même des portraits de personnages qui laissent aucun doute sur c'est quoi leur motivation ou leurs intentions politiques. Mais le fait de pas savoir en fait réellement de quel bord est le président, de quel bord sont justement des États qu'on a
pas l'habitude d'associer, ça permet aussi d'avoir quelque chose d'assez simple d'un point de vue du message, de dire en fait, enfin je vais peut-être mieux m'expliquer, mais je pense que Alex Garland n'avait pas forcément, d'autant plus qu'il n'est pas américain, avait pas forcément envie de prendre un parti pris très net et très, on va dire, je suis pro-Biden ou je suis pro-Trump si on reste vraiment dans l'opposition du moment, en tout cas, enfin démocrate ou républicain, et de laisser cette part d'interprétation à chacun en fait, parce que en fait que le président soit d'un camp ou de l'autre, bah, les comportements des gens dans les micro-scénettes, ils changeraient pas forcément, tu vois. T'aurais quand même des gens, bah, Ouais. effectivement, qui prendraient les armes pour protéger leur station-service. T'aurais des gars ultra-nationalistes qui, eux, bah, se diraient, bon, bah, let's go, on va buter tout ce qui est pas assez américain pour nous. Et ce, en fait, quelle que soit la personne qui soit en train de défendre son poste de président. Et bah, vu que c'est quand même un film qu'il faut aussi vendre, parce qu'il faut quand même que les gens aillent le voir, il avait peut-être, enfin à mon sens ça peut être un move un peu malin de se dire mais en fait je vais quand même aussi aller attirer les gens qui pensent pas forcément comme moi, qui vont pouvoir peut-être se retrouver aussi en fait dans les situations qui sont montrées, ou en se disant bah peut-être que le président en face, peut-être qu'ils se disent que ce serait un démocrate qui a complètement vrillé, parce que pour eux bah, les gens de gauche c'est des Che Guevara en puissance, donc voilà forcément ça peut marcher aussi dans ce sens-là, d'avoir un président de gauche qui aurait eu la folie des grandeurs, qui aurait voulu se maintenir au pouvoir pendant 3 ans en briguant un 3e mandat. C'est de la SF, là. Faut un président de gauche aux États-Unis, c'est de la SF. Hein. Ouais, pas de gauche, mais démocrate, quoi. C'est ce que je veux dire. Mais est-ce que, Moins de droite. mais est-ce que c'est pas ça qui est un peu problématique, dans le sens où, enfin, surtout dans une période où même un film qui nous paraît très clair dans son propos est repris par notamment l'extrême droite pour défendre leur point de vue. Là, je trouve que le film, il laisse vraiment, et on a parlé des scènes au Capitole d'il y a 4 ans maintenant, enfin ça date maintenant. Mais en fait, est-ce que le film, parfois tu peux dire, il pourrait être interprété comme un encouragement à, à la prise des armes et à la révolte, enfin tu vois, mais parce que ceux qui l'ont fait, en fait, ceux qui l'ont déjà fait et qui ont déjà utilisé cette forme-là, tu vois, c'est l'extrême droite. Du coup, je me dis, est-ce que ça légitime pas aussi, enfin, est-ce que ça peut pas être interprété comme, je pense pas que c'est ce que dit le film, mais en fait, en laissant ce flou, je trouve qu'il laisse encore plus la porte ouverte à ce que ce soit interprété comme ça. Alors, en l'occurrence, je me suis posé la question à un moment de est-ce qu'il n'y a pas des gens, ils vont trouver ça cool ce que font les mecs à la station-service et tout là. Mais bah il y a quand même des scènes qui sont effectivement, je pense, ça tient du fantasme de facho, quoi. Faut le dire. Hein. Ah bah, la scène de la station essence, c'est Jesse Plemons. Ouais, et puis l'exécution à la mitrailleuse, à la mitrailleuse lourde sur les mecs qu'ils ont sortis des bâtiments là. C'est ouais, c'est clairement. Mais pour moi, le film il dit plus ce que je disais tout à l'heure. Regardez, si vous voulez la guerre, c'est moche quoi, quand même. Donc après, si t'acceptes que ça soit moche parce que tu te sens du bon côté de la mocheté dans ce cas-là, voilà, c'est ton problème. Oui, c'est pas faux. Je pense qu'on peut plus grand chose pour ces gens-là, mais. Je rejoins totalement Arnaud. Je pense qu'il y a, tout à l'heure je précisais le plus gros budget à 24. Il y avait quand même une promo de malade et tout qui vendait le truc d'ailleurs très très plus action qu'il n'en est. Mais je pense que c'est sûr que ce move-là est volontaire, c'est sûr et certain, de vouloir générer la discussion, de parler au grand nombre et du coup bah oui malheureusement de pas être zéro finesse, mais de pas se mouiller non plus du coup, même s'il y a des passages très clairs, mais je pense que je suis d'accord avec je suis d'accord avec Arnaud là-dessus. Moi j'ai trouvé des trucs plus problématiques que ça. Ah bah vas-y du coup, vas-y. Bah par contre c'est spoiler. Ouais, vas-y. Le personnage de Joe, on te met assez rapidement que c'est un pointeur. On te met assez rapidement à le voir s'éclater pendant qu'il y a des mecs qui sulfatent d'autres mecs, quoi. Ouais. Et jamais il y a de jugement qui est porté sur lui. Il est jamais confronté à quoi que ce soit. Et à la rigueur, je demande pas qu'il meure à la fin, mais c'est lui qui a la catchphrase de fin, quoi. C'est lui qui est là pour le pay-off, l'espèce d'élément cathartique de la dernière phrase du président et OK, it will do. Je trouve ça hyper bizarre, surtout de la part de Garland. Je trouve ça hyper malsain en fait. Le fait que ça soit pas abordé, c'est juste. Alors je ressens l'idée de regarder, c'est le gentil, mais c'est un connard comme les autres, quoi. Sauf que ouais, mais pourquoi en fait? Il y avait pas forcément besoin de faire ça parce que on en voit d'autres des connards dans le film. Et du coup, ça m'a un peu malaisé moi cette histoire.
Je trouve que le personnage de Joe, on essaie de te le rendre sympathique, alors que vraiment, tu captes assez rapidement que c'est globalement un gros connard. C'est pas le film de Garland le plus féministe, on va pas se mentir. Malgré ces deux personnages féminins en lead, je suis assez d'accord que le moment où on lui fait remarquer que il flirtait avec Jeff, je sais plus comment la phrase est dite, mais avec Jessie quoi, et que lui il répond oh là là, je devais être vachement bourré pour faire ça. Ok, très bien. Personne ne réagit. Euh, En tout cas, le personnage, pour le coup, moi, il est pas rendu sympathique dans le film. Même si, en effet, il est jamais confronté Non. à tous ces comportements problématiques. Typiquement, en effet, on parlait tout à l'heure du côté, c'est le gars qui a l'adrénaline qui monte dès qu'il y a de l'action. Euh, tu le vois jamais avec un flingue dans les mains, mais t'as l'impression qu'il en meurt d'envie pendant tout le film. Donc, je trouve qu'il est vraiment pas rendu sympathique à défaut d'eux. Mais je comprends que c'est plutôt... Et oui, en effet, c'est lui qui a la phrase de fin. Alors que tu t'attendrais presque à ce qu'il réagisse plus à... Bon non, spoiler, à ce qu'il réagisse plus à la mort de Kirsten Dunst. Alors qu'au final, il juste s'en bat les couilles. C'est le jusqu'au boutisme du truc, quoi. C'est moi il veut même pas sa photo, c'est pas lui qui la prend en plus. Le mec veut juste avoir les derniers mots du président qu'il rendra peut-être dans un article. C'est vraiment, le côté connard, il est un peu là quand même. Hein. C'est pas grave. Tu te doutes qu'il y aurait autre chose derrière, mais... Ouais, mais ça, après, c'est un peu posé sur tous les 4 personnages. Dès le début, ils y vont pour avoir la dernière phrase du président, alors qu'en plus, la fin du film, t'es dit dès le début, quoi. Ça va se finir, le président, il se fait buter dans la Maison Blanche. Ils te le disent. Et parce que tous les chemins mènent à ça, en gros, dans leur tête. Et ça, c'est pas un truc que je reprocherais particulièrement au personnage, cette espèce d'idéalisation, enfin de vision fantasmée du journaliste qui veut vraiment le truc ultime, quoi, à la fin, quoi. Alors, c'est peut-être pas faux, mais ils se mettent tous les 4 gravement en danger pour ça, quand même. Juste pour avoir le truc, pas pour que l'info, elle existe, mais pour avoir le truc, quoi. Arnaud, tu veux peut-être profiter de la zone spoiler pour rebondir sur quelque chose ? Bah, sur ce que disait Manu par rapport, enfin, le personnage de Joe est pas sympathique en l'occurrence, mais et même si on lui donne le mot de la fin, tu vois quand même qu'il se fait malmener et que dans les convictions qu'il a ou même dans sa passion pour l'adrénaline, il atteint aussi son point de rupture. Et t'as quand même ce plan où tu vois tous les militaires passer, lui il est en train de hurler, enfin et de pleurer parce que il a perdu son meilleur pote. Tu vois quand même que en fait son attitude n'est pas gagnante non plus, parce qu'au final il y a pas vraiment de gagnant. Et puis au final il a la dernière ligne, oui, mais ce qu'il dit c'est ouais, ok, ça suffira, parce qu'en fait il pourra rien espérer d'avoir de plus, et que c'est presque par dépit. Il n'y a pas de grande victoire, son article il va pas en faire un... je le vois pas forcément faire un très grand reportage sur la base de juste le président il a dit laissez pas me tuer s'il vous plaît à la fin, quoi. Non, mais il est sur la photo du cadavre du président, ouais. Je suis désolé. Ouais, c'est vrai, mais après je veux dire bon, faut on vit dans un, enfin pour moi c'est comment dire, j'ai fini Succession il y a pas si longtemps, et celui qui gagne au final, pareil, c'est aussi un pourri, tu vois, c'est un mec qui est très médiocre, Ils sont tous pourris dans Succession, donc c'est normal. Non, mais tu vois ce que je veux dire, celui qui gagne à la fin, c'est vraiment le mec qui est plus médiocre, alors que d'autres, tu pourrais dire, d'autres pourraient avoir eu un peu plus de mérite si tu veux, à gagner le gros lot à la fin. Et là aussi, c'est pareil, en fait, dans la vie de tous les jours, de toute façon, c'est souvent les gens médiocres qui réussissent, quoi. Je trouve que c'est assez lucide, en fait, et notamment pour désacraliser peut-être aussi la profession, enfin pour dire que en fait voilà, oui, le journaliste c'est important et ça a un rôle et tout ça, mais même dans cette profession-là, en fait, c'est pas forcément les plus belles personnes qui réussissent forcément à faire le taf le mieux, quoi. Voilà, je sais pas si faut être si cynique que ça, mais pour moi c'est juste peut-être un constat, en fait, hein. Ah, si, je pense que la ligne de dialogue là, dont on parlait tout à l'heure, j'aurais pas dû la draguer, j'étais bourré, machin, elle est pas là pour rien. C'est sûr qu'il y a ça dans l'écriture pour dire que même ces gens-là, ils sont pas tous bons, c'est sûr que c'est placé là pour ça. Et ce final, moi je le vois vraiment comme ah ouais, tout ça pour ça en fait. Et je trouve ça hyper intéressant. Limite, peu importe ce que le président aurait pu dire.
au final, même Joël, je sais pas à quoi il s'attendait, mais c'est vraiment tout ça pour ça. Et je trouvais ça chouette, cette retombée comme ça, juste une phrase, tant pis, merci, au revoir. Et par rapport à la mort de Lee, je pense qu'il y a ce truc de limite très militaire peut-être du coup de la part de Joël. Il relève, alors il y a de la musique et du coup on sait pas ce qui lui hurle dessus, mais il relève Jesse, genre c'est pas maintenant qu'on s'arrête, on finit, on va jusqu'au bout, c'est très très militaire et je pense que ça redescendra, il se rendra compte exactement comme pour Sammy quelques minutes avant, mais il se rendra compte pour qu'il a perdu Lee que quelques heures plus tard, quoi. Une fois que tout sera, je pense, hein, j'en sais rien puis on s'en fout, mais je vois du coup un truc très très militaire, justement, très froid, on est en mission, on va jusqu'au bout, et je pense que c'est vraiment ce que le film veut nous dire aussi. Je pense que ce qui m'a peut-être dérangé avec la fin, c'est que c'est une des fins les moins abstraites de Garland qu'il ait fait. Genre entre, comment ça s'appelle, le phare dans Annihilation, même la fin dans Men. Tu peux te poser un bon moment des questions sur l'interprétation du truc. Ouais, là, t'as ce côté, c'est con, hein, mais c'était juste ça, les derniers mots du président, et puis vous avez fait tout ça pour une ligne et une photo. Je sais pas si j'aurais pas préféré un truc un peu plus abstrait que... Kirsten Dunst meurt, elle a pré-shot le truc, du coup, oui, on a la photo, elle va être un peu idolisée plutôt, idolâtrée, pardon. Comme la photographe de guerre, parce que maintenant on a enfin sa photo, du coup on va prendre la photo du président, fin. Je sais pas comment il aurait pu faire ça différemment. Ça me gêne pas plus que ça, parce que ça change pas le propos du film au final. Mais il est meilleur que ça dans ses fins d'habitude. Enfin, je trouve. Ouais. Après, il y a un élément sur la fin qui est encore une fois comme beaucoup d'éléments du film, comme le fait qu'ils nous disent comment ça va finir. Et c'était dit déjà aussi avant, quoi. C'est dit dès le début quand Sammy, je crois que c'est Sammy qui leur dit non mais en fait ces hommes-là c'est pas des grands hommes, ils sont décevants en fait. Et du coup pour moi la fin c'était pas tout ça pour ça, c'était vraiment la figure que les gens suivent qui a lancé une guerre civile. C'est juste un pauvre mec, quoi. C'est juste un pauvre mec qui avait rien d'autre à dire. Mais en fait, il y a cette partie-là qu'on sait dès le début du film, et il y a aussi du coup le destin du personnage de Lee et l'arc narratif de Jesse, qui en fait nous est expliqué dans une des premières conversations qu'elles ont en face à face, où en fait le personnage de Lee dit à Jessie qu'elle aurait jamais dû monter dans cette voiture et que de toute façon le seul destin possible c'est qu'elle prenne une balle et Lee sera là pour la prendre en photo au moment où elle se fait tuer. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Exactement l'inverse, parce que c'est tout l'arc des deux personnages. Et en fait, là aussi c'est déceptif parce que enfin, moi je trouve ça assez décevant pour le personnage de Jessie en plus, qui est donc justement oui entre Lee et Joel, elle est un peu partie en mode Joel, et le réflexe qu'elle a eu quand une meuf se jette sur elle pour la sauver, c'est de prendre la photo. Donc elle a été elle a été la journaliste qu'elle a toujours voulu être, et elle a cet instant quand même elle a ce bug où Joel la réveille et elle se relève et elle va prendre la photo du président. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve que ça déshumanise en fait. Et c'est je pense que c'est le propos du film, mais c'est mécanique, quoi. Ouais, voilà, tout d'un coup, elle réussit à rentrer dans. Moi, j'aurais trouvé vachement plus intéressant que Jessie sauve Lee en abandonnant la photo, tu vois, l'opportunité de photo, et que du coup, ça soit justement le propos de. Au moins, ça te permet de réfléchir, quoi. Est-ce que faudrait pas juste abandonner cette objectivité? Parce que du coup, si on part du principe que sur la fameuse 3 générations dont on parlait, moi, je trouve que si Jessie doit représenter la nouvelle génération, c'est pas et c'est là où le film foutu, il m'a ouais, ça sera toujours la même chose. Moi, c'est là où le film m'a fait chier, c'est que du coup, j'étais là, non, en fait. Je suis pas très fan du personnage de Jessie. Du coup, si c'est. Ouais, tu vois, c'est peut-être la génération après moi, du coup, j'espère. C'est vraiment le mélange du côté froid de Lee et pour le coup, tout le côté un peu connard de Joel. Vas-y, j'ai besoin de cette adrénaline pour le truc. Si c'est ça la prochaine vague, c'est pas foufou non plus. C'est peut-être cruellement réaliste. C'est pour ça que aussi. tout à l'heure, je disais que j'avais beaucoup accroché au personnage de Jessie jusqu'à la fin, parce que la fin. En fait, j'accroche. Tant qu'il y a du potentiel de quelque chose, et à la fin, il n'y a plus de potentiel. C'est vraiment un cycle, quoi. C'est une boucle. Après, je vous invite à aller écouter des podcasts de Garland, qui est quand même assez bavard, et vous verrez que c'est un mec... je pense que c'est tout le but du truc, là, hein, pour le coup. Lui, c'est vraiment... il est très froid, c'est genre que genre voit Lee, c'est exactement ça. Il est très distant, très froid, et très pessimiste. Et du coup, c'est sûr que c'est pareil, c'est sûr que c'est écrit comme ça. Ouais, je voulais peut-être de l'espoir. Non, mais je crois pas, là, non. J'en reviens à ce que je disais au début sur mon appréciation du film, c'est que du coup,
il y a deux trucs, c'est cette confusion du contexte et ce manque d'espoir. Je sais pas. Alors en effet, c'est pas son film le plus viscéral et on voit, en effet, par rapport à ce que tu disais, Manu, ça aurait pu être pire. On aurait pu nous montrer plus d'atrocités. Je demandais pas du torture porn, hein, mais mais- au moins qu'il y ait... Non, mais que ça me semble moins balisé, moins rationnel dans les logiques, quoi. Ouais, mais Plus passionnel, en Mais fait. malgré ça, tu vois, il n'y a pas plus d'espoir, tu vois, dans un 28 jours plus tard, où en effet c'est bien plus viscéral dans la violence, etc. Mais je trouve qu'il y a plus d'espoir que dans ce film-là. Mais justement, en plus, 28 jours plus tard, te montre l'opportunisme de la situation pour faire des horreurs. C'est un des propos principaux du film, quoi. Et bah, là, on l'a pas du tout. Enfin, je sais pas, je le ressens pas. Il y a beaucoup de moments de respiration en fait dans le film où ça va. Pour le coup, la musique marche bien là-dessus. Bah, la section, je crois qu'avant qu'ils arrivent à Charlottesville, où ils traversent la forêt qui est en feu, là, qui est le moment qui est ultra stylisé, où t'as des flammes partout, des étincelles partout. Ça te sort un poil du côté. C'est du reportage de guerre. C'est la scène de Jesse Plemons. Moi, elle est bien, mais elle était gâchée par la bande-annonce. C'est que t'en attends tellement au final. La tension marche bien. Il y avait, en vrai, il y avait une anecdote rigolote sur comment ils l'ont faite, enfin rigolote intéressante, c'est qu'ils ont utilisé des IMAX sur le film et beaucoup de caméras portées, ça se voit. Et pour qu'ils restent vraiment dans cette bulle un petit peu stressante, là, ils doivent être quoi, qu'à 5-6 en tous acteurs, ils se sont mis quasiment à une cinquantaine de mètres, toute l'équipe technique. Ils ont tout filmé du coup avec des lens longue portée pour les laisser quasiment tout seuls pendant tout le truc, quoi. À part le moment en cascade avec la voiture, quoi, mais... Il y avait ce truc là pour les laisser dans leur bulle qui marche bien. Mais ouais, pareil, le payoff de la fin, tu t'attends à plus ou tu t'attends à ce qu'il soit encore pire, quoi, le mec. Je sais pas. C'était un peu trop teasé. J'ai une métaphore pourrie si vous voulez. Le trailer de Fast and Furious 8. Je crois que c'est le 8. Quoi ? Le trailer où c'est à Dubaï et tu les vois sauter d'une tour à l'autre en voiture. Et bah quand tu vas voir le film, ils sautent sur une 3e tour. Et bah là, on a que les 2 tours dans le film, tu vois. On n'a pas on a ce qu'on attendait que la bande-annonce nous disait. Et on n'a pas plus. On n'a pas la surprise en plus, le truc qui va après, qui va nous prendre au dépourvu. On a exactement ce qu'on attendait de Jesse Plemons. Donc oui, en effet, moi, vraiment, la bande-annonce m'a gâché le truc un petit peu, ouais. C'était ma métaphore Fast and Furious. Après, moi, j'avais peut-être vu une fois la bande-annonce, mais c'est tout. Ou au moins les photos promo en tout cas, parce que j'ai peut-être même pas vu la bande-annonce, j'ai vu que les photos promo. Du coup, j'avoue que la première fois, dans la salle de cinéma, cette scène, elle a bien marché sur moi quand même. Même si elle est attendue, elle prend pas non plus un... Enfin, t'es très... Dès les premiers mots que prononce Jesse Plemons, tu dis ok, ça va, ça ne peut que mal se terminer. Mais la tension, le jeu des acteurs, l'horreur, les premiers cris, en fait, quand ils butent le tout premier gars. Moi, j'avoue, ça a bien fonctionné. Elle aurait sûrement pu être mieux, hein, mais... Non, mais en plus, pour moi, il y a un truc qui est un peu gâché dans l'effet de la scène. C'est-à-dire que dans la bande-annonce, ça marchait bien, le What Kind of American, parce que t'avais l'impression que c'était genre un contrôle routier et que il venait de se voir et que d'un seul coup, c'était la mauvaise question. Alors que là, t'as avant, t'as vu le charnier quasiment, quoi. T'as vu la benne qui se déverse, tu sais que le mec, c'est déjà... c'est chaud, en fait. Tu sais que la situation, comme dit Samy, I smell death, quoi. Et du coup, quand le What Kind of American, il arrive, bah, il est presque désamorcé par le fait qu'il y a la tension avant. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et pour l'anecdote aussi, par rapport à ce que Julien précisait tout à l'heure, j'avais vu que l'acteur avait été casté que quelques jours seulement avant de tourner la scène, à l'arrache au dernier moment, et c'est forcément du coup, et c'est chouette, c'est Kristen Dunst qui l'a proposé, parce qu'il y avait un autre acteur qui devait être là et qui n'a pas pu, ou ça s'est annulé, enfin peu importe, et du coup c'est elle qui a dit bah, pensez à mon mari, et donc c'est lui qui a rappliqué comme ça 2 jours plus tard, juste pour jouer ce truc-là, et je trouvais ça cool. Meilleur couple d'Hollywood, très clairement. Ouais. Est-ce que on refait un mot de la fin? Vous avez quelque chose une conclusion, un dernier tour? Arnaud, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Bah ouais, sur le mot de la fin, justement, on peut parler. Enfin, ce que je disais dans l'intro, c'était par rapport au message de la fin, puisque donc. Partons du principe que le président était un bon gros réac conservateur, un mec très très à droite, et que ceux qui veulent libérer le pays sont des gens plus marqués de l'autre côté du versant politique, ils finissent par le buter, quoi. Donc ce que ça dit au final, c'est que, pour moi, un des messages du film à la fin, c'est
super nihiliste dans le fait que le dialogue n'est réellement plus possible et qu'en fait, pour gagner sur ton adversaire, en fait, tu dois t'en résoudre à la violence et même en fait à l'acte d'assassinat, enfin de meurtre. Et moi, ça, je trouve ça ultra perturbant. Et j'ai vraiment flippé, enfin pas forcément flippé, mais je me suis interrogé en ressortant du film parce que du coup c'était en mars, hein, c'était un mois avant la sortie quand même en salle. Et quand tu prends le contexte effectivement de sortie du film par rapport à l'élection qui se prépare aux États-Unis, par rapport aux tensions qu'on a de toute façon dans toutes les sociétés, qu'elles soient occidentales ou pas d'ailleurs, mais voilà, quand tu vois vraiment la façon dont on a tous tendance à se polariser et à se ranger dans des camps, le fait d'avoir un film qui te dise, en tout cas moi comment je l'ai compris, c'est de dire en fait parfois t'as pas d'autre choix que de buter l'autre, ton adversaire. Et fondamentalement je suis complètement en désaccord avec cette idée parce que je suis contre la violence et pour le respect de la vie humaine en tant que telle. Et après, tu peux aussi te dire, mais effectivement, est-ce qu'il n'y a pas des cas où, en fait, est-ce qu'on va pas aller dans des situations où, effectivement, ça va devenir tellement extrême qu'effectivement, il va y avoir une sorte d'acte définitif qu'il faudra mettre en place un jour ou l'autre pour empêcher, en fait, les camps les plus dangereux de se développer. Donc moi, ça m'a vraiment interrogé de voir, je pensais vraiment que ça allait faire énormément de débats aux États-Unis, puisque ça se passe aux États-Unis, et je me suis dit que les Américains allaient vraiment s'empoigner là-dessus. Ils savent, je crois que non, au final. Peut-être que c'est juste moi qui ai complètement projeté des craintes et des angoisses sur non, ce que le film raconte. Je pense vraiment que c'est notre rapport à la peine de mort et à l'exécution. On n'a pas le même rapport que les États-Unis, je pense vraiment. Moi aussi, ça m'a perturbé, hein, ça. Mais je l'ai pas vu comme je l'ai plus vu comme une sorte de constat froid encore du point de vue de Garland. Ouais. Il montre que en fait tous les conflits finissent avec ça, quoi. Je l'ai pas vu comme c'est sa solution qu'il propose, quoi. Enfin, je pense pas que tu l'aies vu comme ça, mais ça m'a moins perturbé. Ça m'emmerde aussi. Ah si, pour moi c'était vraiment genre, comme tu dis, constat froid en fait le discours n'est plus possible et solution, tirer une balle. Mais je suis aussi pas d'accord, par contre, ouais, en effet. Par contre, moi, il y a un truc que j'aime avec la fin, que j'aime, c'est que, de la même façon qu'ils ont utilisé plein de trucs avant, qui nous ont dit, en fait, que ça finirait avec la mort du président, donc c'est peut-être un peu sans constat ils l'a dit, il l'a fait. Ils nous disent, c'est peut-être dans la même conversation, que ils nous disent la suite, en fait, que les séparatistes, ils s'entendent pour aller buter le président, mais que derrière, ils vont pas s'entendre. Et du coup, la fin suggère, le fait que tout se passe comme prévu, suggère que la suite, ça va pas être drôle. Et ça, je trouve ça intéressant de laisser de rester là-dessus, quoi. Sans pour autant aller le suggérer en image, je veux dire. Ouais. Ouais, non, je pense que je vois bien ce que tu veux dire, Arnaud, mais je pense que c'était pas du tout un appel de sa part, hein, quand même, hein, de tout ce que j'ai pu lire de sa promo. Je pense quand même pas que le type on viendrait à ce genre d'idée. C'est plutôt même si c'est un mec, encore une fois, qui est vraiment très très pessimiste, et voilà, mais je pense vraiment pas que c'était le message délivré, même si ça peut être dangereux. Et pour te répondre, je pense que malheureusement, j'en sais rien, c'est peut-être que mon microcosme, Twitter, machin, européen et tout, mais je pense que la plupart des débats autour du film, j'ai l'impression que ont plus eu lieu en Europe que là-bas, en fait. Le film on est à un peu plus de 100 millions de recettes pour 50 millions de budget. Et au final, j'ai pas l'impression que 2 mois plus tard, on parle encore énormément. Et je pense pas que ça ait non plus été le coup de poing peut-être attendu par A24. Je sais pas. Je pense que ça a quand même généré la discussion. Et je pense que c'est le principal, et que c'est pas tombé dans des mauvaises mains, et que ça n'a pas été repris, et que ça a pas... J'avais peur de ça, moi, en fait, que ce soit repris par l'extrême droite ou quoi aux caisses. Et heureusement, on n'est pas arrivé là-dessus, mais je pense pas que ce soit le message. Enfin, je me trompe peut-être. Non, mais que mon regard. En effet, je pense qu'on est d'accord que c'est pas le message, mais je suis quand même vachement d'accord avec Arnaud sur le fait que c'est une sorte de constat pessimiste, en effet, d'imaginer qu'il y a vraiment plus d'autres solutions. Et moi, je suis pas d'accord. Ça participe à cette idée de les choses sont compliquées, on n'y arrivera jamais, et du coup, on abandonne toute idée, quoi. Enfin, toute alternative. Et je pense que ça crée pas trop de discours aux États-Unis parce que, c'est toi qui le disais, Manu, c'est trop gentil, presque comme révolution. Parce que le gros de la guerre qu'on voit est très militaire au final. Ouais. Genre, à la fin, c'est que des personnes en tenue. C'est que des combattants, en tout cas, quoi.
Ouais, ça te crée une distance parce que pour le coup, ouais, enfin, aucun de nous 5 n'a cet entraînement-là ou quoi. Donc ok, il y a l'accès aux armes, mais justement, c'est pas cet accès aux armes qui nous est trop montré dans les grosses séquences du film. On a la station essence. Jesse Plemons, ouais, il est habillé en C'est soi déjà comme un ils sont militaire, tous donc ça se trouve- paramilitaires, hein, ceux qui ont des armes. C'est vraiment, enfin, pour moi, ils sont quand même dans le niveau paramilitaire à la station-service. On n'est pas dans les civils qui ont des armes, quoi. C'est une milice, en fait. C'est ça. Et Ouais. c'est pour ça, je pense qu'il y a les mecs, enfin pas les mecs. Ça va être très généraliste ce que je vais dire, mais c'est un truc qui peut arriver demain et qui les toucherait pas plus que ça si à Washington ça partait en vrille. Alors que ce qu'on disait, les mecs avec ceux de la station essence, c'est inspiré d'un groupe d'extrême droite qui existe déjà. Des survivalistes, on en entend parler sur YouTube depuis des années, pour le coup aux États-Unis. La prise du Capitole, c'est le meilleur exemple. C'était sans armes et tout, mais c'est les mêmes débiles qui ont fait ça. Moi, c'est le côté où je pourrais lui reprocher au film, c'est que j'aime bien le message qu'il met en avant sur le côté sur le côté journalisme, sur le côté photo, tout ce que ça apporte en bien, en mal, de vouloir apporter ces images-là, la sensation que ça te donne. Mais je pense pas que ce soit un bon film de Garland. Là où Garland, d'habitude, il te donne plein d'imagerie, plein de symbolisme dans ses films. Là, ça en manque, et il aurait pu pousser les curseurs plus loin. Comme tu disais, on n'a pas allé dans du torture porno quoi, mais pousse encore plus la révolution. Genre, montre-nous une ville vraiment qui est à feu. Est-ce qu'on a besoin d'avoir le shot du président ? Absolument, pour garder ce côté un petit peu macro, et du coup, autour du président, bah ouais, c'est ce qui reste de ses agents secrets, de sa garde rapprochée, du côté militaire. Et qui font très film hollywoodien. Tu vois, au final, c'est... La fin fait un peu White House Down en pauvre, quoi, pour le coup. Tout le monde est parti, bah, du coup, il reste que le président. Là où, je sais pas, une vraie guerre de tranchées dans Charlottesville. Charlottesville, c'est un super choix, en plus, pour le coup, vu tout ce qui s'est passé. Ils en font pas grand-chose. Il y a ce côté-là qui est un peu déceptif, où je pense que c'est littéralement pour ça que ça crée pas de conversation. C'est pas assez extrême, quoi, pour le coup. C'est pas assez loin dans leur réalité. Là, des mecs dans des stations essence qui te braquent, c'est pas si hallucinant que ça. S'il y en a qui s'énervaient un petit peu dans le Tennessee. J'exagère, hein, mais... Ah, puis peut-être pour ça, je sais pas. Je viens de réussir à formuler un truc dans ma tête par rapport à ce que t'as dit sur le fait que c'était le moins Garland des Garland. Il y a un truc que je ressens dans les autres Garland, dans Men, dans Annihilation, dans Ex Machina, c'est que les personnages... Il y a une transformation de personnage vers quelque chose de plus radical. Et là, il y a une transformation d'un personnage vers quelque chose de plus tiède. Et du coup, c'est bizarre, quoi. C'est une direction... Ouais. Elle se déradicalise presque, Jessie, en fait. Et au final, est-ce que, alors je pense qu'à force, vous l'aurez compris, j'aime vraiment beaucoup les films proposés par A24, mais est-ce que justement, avec cet énorme budget et cette espèce d'envie d'en faire en tout cas de le vendre comme un mini blockbuster, est-ce que on n'en sait rien, puis on le saura peut-être que dans quelques temps, une fois que Garland sera passé sur un autre projet, mais est-ce que c'est pas un peu justement un regard de producteur qui aurait pu mettre la main sur certaines décisions et lui dire là-dessus, vas-y mollo, déguise tes mecs que en militaire, tu vois, y a peut-être, je me demande s'il n'y a pas de ça quand même un petit peu. Je pense que c'est un studio qui est quand même très cool et qui laisse faire il semblerait qu'ils laissent vraiment faire ces créateurs et créatrices un peu comme ils veulent, mais je sais pas, je me demande si quand même il y a pas un peu de ça là-dedans. On en saura plus tard, je pense, mais l'impact de prod, peut-être je le vois plus sur la durée du film, peut-être, sur le fait que comme il coûte cher, peut-être durer moins longtemps. Et moi, ouais, c'est peut-être un truc qui m'a dérangé, la durée du film, mais à la rigueur, c'est pas pour ça que je voulais plus de combat de la fin, quoi. Mais non, en fait, ce qui ressort de la vision du film, j'ai pas l'impression, pour moi en tout cas, que c'est un impact producteur. J'ai surtout l'impression que c'est le côté pessimiste, défaitiste de Garland là-dessus, quoi. Qu'on ressent surtout, peut-être, en fait. tout simplement. J'ai d'autant plus hâte de découvrir 28 ans plus tard et de voir un peu, du coup, 15 ans à peu près, après 28 jours plus tard, ce qu'il aura à dire de tout ça, de toutes ces thématiques-là. Je pense que lui a vécu d'autres choses, il y a d'autres choses à raconter dans le monde d'aujourd'hui. Ça sera plus de 15 ans parce qu'on est déjà 22 ans après le film. C'est 2002, 28 jours plus tard. Ah, c'est 2002? Ah, ok, pardon, autant pour moi. Je pensais que c'était 2006, 2008, non? Bon, bref, mais ouais. Et de le retrouver
que en tant que scénariste. Ça peut être intéressant aussi qu'il laisse la réalisation à quelqu'un d'autre et de le retrouver sur un autre projet en co-réalisateur. Je pense que ce qu'il voulait dire par l'interview dont tu parlais tout à l'heure, Manu, qui avait été un peu déformé, extrapolé, c'est que je pense qu'il arrive dans une autre phase de sa carrière où il veut peut-être plus travailler avec des gens, reprendre l'écriture plus que la mise en scène, et on arrive sur une autre phase qui va être intéressante, je pense. Est-ce qu'on finit là-dessus ou vous avez quelque chose à rajouter ? Non, je pense que vous aurez compris que moi, c'est globalement... Je n'ai pas détesté le film, mais c'est une déception, quoi. En gros, en résumé. Ouais. Peut mieux faire, Alex. Peut mieux faire. Mais en tout cas, il a déjà mieux fait, ça c'est sûr. Il a clairement mieux fait, ouais. Est-ce que 50 000 c'est pas trop ? Est-ce que trop d'attentes ? Est-ce que je sais pas. Je vois aussi un truc très post-Covid dans le sens. Men, c'était vraiment son film, Covid, il y a il y a littéralement un acteur, une actrice, et là on s'ouvre au monde, il y a un très gros casting, on se déplace, ça a été tourné à moitié aux États-Unis, à moitié en Angleterre. Est-ce que c'est pas une trop grosse machine pour lui ? Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que là il arrête pas de dire je me calme sur la mise en scène, je reprends l'écriture. Mais après, moi je pense pas de ça vraiment que c'est pas son meilleur scénario, alors que il vient quand même du scénario à la base, même si il nous a tous bluffé avec sa mise en scène, mais en termes d'écriture, c'est vraiment pas son meilleur travail, quoi. Je sais pas comment le dire autrement, je pense que c'est vraiment pas ses meilleurs personnages. Une de ses limites dans l'écriture, c'est que ses personnages soient trop... pas assez différents à la rigueur. Pas assez différents dans... Ils ont tous le même métier, quoi. Et ce que j'aime beaucoup, c'est les personnages et la confrontation des personnages chez Garland, souvent. Et du coup, on le ressent un petit peu moins. Voilà, ouais. Alors que là, au final, techniquement, le film est bien. Franchement, t'as des super effets, t'as ce qu'on disait, quand ils mettent les photos entre deux, ça marche bien. Ouais, c'est le scénario qui est améliorable, on va dire, ou changeable. Et sur cette note-là, on va se laisser là-dessus. De toute façon, on reparlera forcément de Garland un jour ou l'autre, soit pour Warfare ou pour 28 ans plus tard. On se retrouvera pour en parler, c'est sûr et certain. Et puis, merci vraiment beaucoup à vous. C'était un peu compliqué niveau organisation. Merci d'avoir bien voulu répondre à l'appel. Ça m'a fait très très plaisir d'échanger sur ce film-là avec vous. Et puis à bientôt pour d'autres films. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi, salut. Salut. Rocket USA. Shoot on down on my way. TV star riding around. Ride around the killer's car. Whole countries do fix. It's Tuesday. Right high. My babe, right around my Chevy 69. Speed down the skyway. Speed down the skyway. Rocket USA. Shoot on my way. TV star riding around.
electricity. Speed of the skyway. 100 miles per hour. Or a crash. Gonna die. I don't care. Rocky, rocky USA.